Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons ce soir sur ce plateau les représentants de la 9e région du Niger qui ont pris part aux assises nationales pour la refondation. Les représentants de la diaspora nigérienne qui se sont mobilisés fortement lors des assises nationales et qui ont apporté plus de contributions dans les différentes thématiques, objets de discussion au cours des débats en plénière et dans les commissions. À travers ce débat, nos invités vont nous livrer leurs sentiments sur les travaux des assises nationales et ce qu'ils ont retenu tout au long des discussions qui ont duré 5 jours. Et comme invité, nous avons Madame Adamou Haruna Reinatou, première vice-présidente Assises régionales Europe. Monsieur Ilyassou Amadou Moumouni Djarmakoy, membre Assises régionales Europe. Monsieur Amadou Oumarou, vice-président Assises régionales Belgique. Et Monsieur Rabbani Haruna, membre de la diaspora en Belgique. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation où nous allons parler des conclusions des assises nationales pour la refondation dont les travaux ont été largement relayés et suivis par nos compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Quelle est votre appréciation des travaux des assises nationales pour la refondation? Qu'est-ce qui a retenu votre attention au cours des débats lors des travaux de ces assises? Quelles sont vos attentes et espoirs sur les conclusions des travaux des assises nationales? Ce sont là quelques sujets qui feront l'objet de notre débat. Pour vous permettre de donner vos impressions sur l'organisation matérielle des assises nationales pour la refondation. Et pour entamer ce débat, cette première question du 15 au 20 février se sont déroulés les travaux des assises nationales pour la refondation. Quel est votre regard sur les travaux de ces assises? Madame, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. On commence par vous. Je vais d'abord commencer par saluer les participants qui sont sur ce plateau. D'accord. L'auditoire aussi. Je souhaite aussi à ceux d'entre vous qui ont commencé le mois de Ramadan que de nous accorde les bienfaits de ce mois-ci et qui nous accorde une bonne fin. Donc pour répondre très rapidement à votre question, je dirais que pour ma part, les conclusions étaient satisfaisantes. Donc le ressenti il est plutôt positif de manière globale. C'est surtout le caractère inclusif que moi personnellement et que je pense que la majorité a dû constater. Cette volonté affichée du gouvernement de donner la parole à tous les fils et puis les filles du Niger et cet engagement à vouloir refonder le pays, à vouloir mettre en œuvre des réformes profondes et durables. Et c'est aussi un événement qui est inédit, le fait de donner la parole justement aux Nigériens, de leur permettre de s'exprimer sur ce qui ne va pas, sur ce qui doit être amélioré, et aussi de prendre en compte justement ces préoccupations-là. Donc pour moi, c'est satisfaisant de manière globale. Et ce qui m'a le plus plu, justement, c'est le fait d'impliquer, de montrer de reconnaître le caractère, on va dire, l'impact de la diaspora. De la diaspora, tout à fait. C'est ça. Donc le fait de reconnaître l'influence. Elle était suffisamment représentée, hein, et je pose effectivement, la question. Elle était suffisamment représentée à ces assises. C'est ça, c'est ça. Donc la diaspora et le fait d'inclure la diaspora est un élément important parce que tout simplement la diaspora est une ressource qui est inestimable, qui n'est malheureusement pas tout à fait considérée ou on va dire mise à profit du Niger. Oui, ça, on l'a vu. Oui, c'est ça. Donc là, on remarque quand même qu'on est impliqué de plus en plus. Ça, c'est un point positif. Et on espère que ça le sera encore plus. Et que cette 9e région de la diaspora sera donc reconnue. Et puis, ça sera mis dans les textes de manière effective. Et qu'on sera de plus en plus impliqué dans les différents sujets de développement socio-économique du pays. Et comme l'a dit aussi dans son allocution le ministre de l'Intérieur, Monsieur Mohamed Toumba, les contributions sur les 649, autant pour moi, contributions des 9 régions,
plus la diaspora, que je considère, et que je vais ouvrir une petite parenthèse, la 9e région donc, de la diaspora. Il y a 273 contributions qui émanent de la diaspora seule. Alors, c'est quand même très appréciable, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif, parce que la diaspora avait mis sur la table des solutions concrètes pour pouvoir développer des secteurs qui sont clés, comme l'éducation, la santé, l'économie. Et cela s'est fait remarquer aussi au cours de non seulement les travaux préparatoires des assises au niveau des pays, donc de l'Europe, au niveau régional aussi, lorsqu'on s'est retrouvé à Bruxelles, et surtout au niveau des assises nationales. D'accord. Donc c'est dire que même si on n'est pas sur place, on est quand même très impliqué, on est très soucieux donc du développement de notre pays et on est aussi une région du Niger, une partie intégrante du Niger qu'il faut davantage, qu'on a intérêt à davantage exploiter, parce qu'on a quand même des compétences, des talents qui servent ailleurs, qui peuvent très bien servir ici au Niger. On ne demande qu'à être plus intégré. Utilisé, oui. Parce que bon, on est le fils, on est le fruit de notre pays et il n'y a rien de plus normal. Et c'est quelque chose qu'on fait tout naturellement et on y met aussi de nos moyens pour pouvoir contribuer au développement de notre pays qui nous est si cher. Si cher, d'accord. Merci madame. Oui, monsieur Rabani, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand. Qu'est-ce que vous allez ajouter Quel est votre regard sur les travaux de ces assises? Merci bien, monsieur Tchemogo. Merci pour cette invitation. Je voudrais profiter aussi et saluer mes co-débatteurs. Ma satisfaction, ou du moins ma réaction par rapport aux assises d'abord, ce que je voudrais donner. Très sincèrement, moi, j'ai été étonné du résultat. Parce qu'au début, on s'inquiétait par rapport au timing. Voilà. Si les 5 jours vont suffire ou pas. Voilà. Parce que dans ce pays, nous avions connu une période où c'était 3 mois que les gens ont utilisé pour faire une conférence nationale, pour se retrouver avec des résultats moins bien, à mon avis, que ce que les 5 jours ont vraiment donné. Donc, je voudrais vraiment féliciter tous ceux qui ont mis tout ce qu'ils ont pu pour la réussite, parce que pour moi, les assises nationales, c'est une réussite. C'est une réussite. C'est vraiment une réussite. D'accord. Maintenant, la grosse question, la grosse attente, c'est par rapport à l'application des conclusions ou l'application des recommandations. Parce qu'effectivement, dans ce pays, nous sommes aussi habitués au fait que les bonnes décisions, on les prend, on applaudit, puis on les range dans les tiroirs. Donc c'est pour cela que nous profitons, lancer un appel au niveau des décideurs pour que vraiment ils puissent faire tout, et surtout par rapport à l'engagement personnel du chef de l'État. Il l'a dit, dans son discours de clôture. Qu'il n'observera aucune faiblesse. La mienne. Voilà, il l'a dit. Voilà. Donc, alors, il faudrait quand même qu'on l'accompagne. Il faudrait que nécessairement chacun, dans sa sphère de responsabilité, puisse apporter sa pierre vraiment à la réalisation de ces recommandations-là. D'accord. Et quand on parle de recommandations, du moins de refondation, c'est quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire une reprise à zéro de la situation. C'est pour cela que j'espère qu'on aura l'occasion de rentrer en détail dans certaines recommandations particulières. Tout à fait. Maintenant, par rapport à la diaspora d'où nous provenons, je pense que moi, personnellement, j'ai été quand même, je peux le dire, j'ai eu quand même certaines responsabilités dans la diaspora. La 9e région, par exemple, et la double nationalité, c'était nous qui l'avions défendu au forum de 2012. C'est ça. Je voudrais dire surtout à ma sœur que la 9e région, ce n'est pas une effectivité. Très malheureusement. C'est une réalité. Ce n'est pas une effectivité, ce n'est même pas encore une réalité. C'est pas encore une réalité. C'est pour cela que moi, je me suis attendu, le jour des conclusions, vraiment, je me suis attendu au fait que cette annonce soit faite solennellement dans les résolutions. Les résolutions. Non, pas les recommandations. Il y a eu 3 grosses résolutions. Et moi, j'avais espéré que cette 9e région nous soit, ou en tout cas qu'elle nous soit accordée et que ça soit dit de haute voix. C'est vrai. C'est pas tard, hein? La 7e République nous a, quand même, il faut le reconnaître,
nous a aidés par rapport à beaucoup de problèmes que nous subissions, à beaucoup de choses que nous voulions réaliser. Tout à l'heure, j'ai cité 2 exemples. Donc, la 9e région, ce n'est pas juste un mot, M. Abdoulaye. Quand ma soeur parlait des recommandations, j'ai calculé dans ma tête, donc un tiers ou un quart des recommandations proviennent de nous. 46,26%. Voilà, donc presque la moitié des recommandations proviennent de la diaspora. Le Niger a beaucoup de potentialités sur tous les plans à l'extérieur. Et dans cette refondation, les Nigériens de la diaspora sont prêts, disposés à revenir aider. Il suffit juste de les appeler. D'accord. Merci beaucoup. Oui, M. Oumarou Amadou, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand. Qu'est-ce que vous allez ajouter Du 15 au 20 février, se sont déroulés les travaux des Assises nationales pour la refondation. Quel est votre regard sur les travaux de ces assises? Merci, M. Abdoulaye. Donc, moi, j'ai apprécié, et comme l'a dit le précédent intervenant, donc Rabbani, on se connaît très bien, on a travaillé ensemble quelques années. Donc, je commence plutôt par la fin, ce qu'il a souligné, notamment l'effectivité de la 9e région. Parce qu'on a l'impression que la 9e région est plus un slogan qu'une réalité. Et quand une région, les 8 autres régions bénéficient du soutien de l'État, ont des organes pour leur fonctionnement, donc il est temps que la diaspora ait un organe et non une représentation qui est plus virtuelle ou quand on a besoin du concours de la diaspora. Donc, et par rapport à la qualité du travail effectué, moi j'avais pris part aux assises nationales et régionales européennes. Donc je sais très bien qu'on a abattu un travail de titan. Et je profite pour féliciter tous ceux qui ont pu participer et ceux qui n'ont pas pu participer, qui ont envoyé leur concours. Parce qu'il y a des pays qui n'ont pas pu venir et qui ont envoyé quand même leur concours. Leur contribution. Et la lecture qu'on a eu à faire des problèmes du pays, malgré que ce soit des rubriques et des sous-rubriques déjà tracées à l'avance, qui nous cloisonnaient plus ou moins l'ouverture du débat. Pour moi, je dis que c'est une première. C'est une première parce que, comme l'a dit les premiers intervenants, le timing nous avait fait peur au départ. Le timing a fait peur. Le timing a fait peur et la restriction par rapport à la limitation du nombre de participants aussi. Et j'ose espérer que ce ne soit pas un forum, malgré que c'est la refondation dont on parle ici, que les questions nationales soient régulièrement l'objet de réflexion collective. Et ça peut aider le pays, parce que, quelle que soit la bonté d'un dirigeant ou la bonté de l'équipe qui l'entoure, c'est pas à l'équipe dirigeante à faire changer de mentalité à une population. Aujourd'hui, notre population, le grand hic, c'est que pendant des décennies, elle a été formatée d'une autre façon. Et pour la faire revenir aux valeurs qu'on connaît aux Nigériens, et pour qu'ils recouvrent leur dignité et leur droiture, il y a du travail à faire. Et par rapport à ça, moi, j'aurais voulu qu'on aille au-delà des recommandations, qu'on essaie de conceptualiser tous les points qui ont été retenus. Comment mettre ça en pratique? Quels sont les acteurs à appeler? Comment continuer la réflexion pour que de façon pratique, ça voit le jour? Comme l'a dit Rabbani aussi, je le répète, il a déjà dit ce qui est. Quels sont les mécanismes par lesquels certaines choses vont être appliquées. C'est ça qui manque. Et les bonnes résolutions, et parfois, elles finissent toujours dans les tiroirs. Et on passe à l'ancien. Et pour revenir à la question de Reinatou. Oui, Reinatou, c'est ce que Reinatou a dit. Oui. Donc, moi, je dirais, puisqu'elle a presque fini le débat. Ah oui. Vraiment, félicitations, Reinatou, pour tout ce qu'elle a apporté. Aux assises Europe, oui, tout à fait. On a travaillé ensemble. Elle était notre vice-présidente. D'accord. Donc, voilà, c'est vraiment le moment de faire appel à la diaspora qui peut apporter sa contribution. Sachez que les Nigériens qui sont de la diaspora, c'est pas parce que c'est les moins bons qui sont partis à l'extérieur. Plutôt, c'est des gens soucieux et qui pensent toujours à l'avenir du pays. Et ils s'impliquent dans la vie du pays à tous les niveaux. Donc, donner la capacité ou l'opportunité à ces Nigériens qui peuvent apporter quelque chose à l'essor du pays, sur tous les plans, que ce soit à l'international ou sur le plan national, ne sera pas un truc
un geste fortuit. Okay. Merci Oumarou. Monsieur Lessou, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Gare. Qu'est-ce que vous allez ajouter à côté déjà de ce que les trois invités ont soutenu et développé sur ce plateau? En tout cas, merci beaucoup Abdoulaye de nous donner l'occasion de nous exprimer ici sur ce plateau. D'accord. Et je remercie aussi tous mes camarades qui sont ici présents aussi sur le plateau. Et vraiment, je souhaite aussi un très bon mois de Ramadan à tous les musulmans du Niger et du monde entier. On a entamé le mois de Ramadan. Et on espère vraiment que ce mois béni de Ramadan apporte toute la récompense nécessaire pour ce pays. Merci. Et surtout que les forces de défense et de sécurité qui se battent tous les jours, nuit et jour, pour défendre ce pays, mais qu'ils reçoivent la grâce de Tout-Puissant. Donc, en tout cas, ils sont passés avant moi, ça va être difficile de répondre à la question, mais ce que je pourrais rajouter, c'est que l'engouement qu'il y a eu à Niamey, c'est ce même engouement qu'il y a eu aussi dans les régions. Au niveau de la région Europe, auquel nous appartenons. Parce que pour la première fois, moi personnellement, je me suis rendu compte que la diaspora était réellement soudée. Ça, c'est quelque chose de très positif qu'il faut relever. Parce que moi, donc, la grâce au CNSP, alors. Mais bien sûr, bien sûr. Parce que les partis politiques, on sait très bien que pour unir la diaspora, ça a toujours été difficile à ce niveau-là, très compliqué. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que pour que cette refondation soit à la hauteur des attentes des Nigériens, moi, je pense que l'engouement qu'il y a eu, il faut que cette dynamique-là se poursuive. Parce que les assises qu'il y a eu ici à Niamey, ces assises-là, vraiment, c'est une première, c'est inédit au Niger, c'est inédit. Et il y en a qui parlent de 5 jours, mais ce qu'on oublie tous peut-être ici, c'est que le lancement de ces assises se sont passés le 31 décembre 2024. Tout un processus. Donc tout un processus. C'est vrai que nous, au niveau de la diaspora, n'a pas été avertis au même moment que les autres régions. D'accord. Mais ce processus a été lancé par le Premier ministre depuis fort longtemps. Donc dans les différentes régions, les 8 régions du Niger, ils ont commencé déjà à travailler sur ces assises-là. Donc vraiment, je pense qu'on est sur la bonne voie. Et comme l'ont dit plutôt les précédents, c'est que les recommandations issues de ces assises-là, il ne faut pas que ces recommandations soient dans les tiroirs. Parce que pourquoi tous les trois se sont inquiétés? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un précédent. La conférence nationale? Non, le forum de 2012. Le forum de 2012. Donc, qui était consacré uniquement à la diaspora. Moi, j'étais rapporteur de ce forum-là. D'accord. Et moi, je sais très bien que les différentes recommandations, on n'a pas dit qu'il n'y a pas eu quand même des recommandations qui aboutissent. Non, parce qu'il y a un comité qui a été mis en place, mais par la suite qui a été biaisé. Donc, et c'était prévu dans les recommandations que chaque 2 ans, qu'il y ait un forum. Et bon, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu le deuxième forum. Donc, moi, je pense que le Niger ne profite réellement pas de sa diaspora. Ça, il faut le reconnaître. Parce que nous avons tous ici pas moins de 10 ans de présence dans ces pays d'accueil auxquels nous appartenons. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment un potentiel de Nigériens qui vivent dans ces pays-là, mais qui doivent venir, à qui on doit faire appel pour vraiment aider le pays aller dans tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité. Et je pense que vraiment à ce niveau-là, on est très en retard par rapport aux autres pays. Aux 3 pays même aux 2 pays de l'AES, il faut le dire. Oui, il faut le dire. Parce que quand on regarde aujourd'hui au Mali, ce que les Maliens font de la diaspora, mais c'est incomparable à ce que nous faisons ici au Niger. Quand on regarde, mais oui, au Burkina aussi. Et la Chine a été construite avec la diaspora. L'Inde a été construite avec la diaspora. L'Éthiopie a été construite avec la diaspora. Donc aujourd'hui, je pense que nous avons le Niger, on est à la croisée des chemins actuellement avec le CNSP, et on espère vraiment que ces assises-là ne vont pas être, les recommandations de ces assises ne vont pas rentrer dans les tiroirs et puis qu'on oublie, non. Et moi, je fais confiance au président de la République. Lorsqu'il dit que
ils ont fait leur partie. Oui. Il va assumer ses responsabilités. Donc je sais très bien que c'est un militaire et le militaire ne ment pas. Il tient la parole. Il tient la parole. Et je suis sûr et certain qu'il ira jusqu'au bout. D'accord. Voilà. Je voulais juste appuyer un peu ce qu'il a dit par rapport au potentiel que la diaspora a. Au-delà de son expertise, il y a aussi ce regard extérieur que ceux qui ont eu la chance de partir à l'extérieur ont sur les différents enjeux de notre pays. Donc il y a vraiment intérêt à davantage les impliquer dans ce processus de refondation nationale. Et je voulais aussi apporter un élément de réponse à mon frère Doudou, avec qui j'ai travaillé aussi. Un homme qui m'inspire beaucoup aussi, de par son engagement. C'est que moi, ayant été rapporteur au niveau de ma sous-commission, ayant participé aux assises nationales, je sais qu'il y a un après qui a été prévu. Il y a un dispositif qui a été recommandé et certainement qui a été pris en compte comme résolution. C'est le suivi très rigoureux donc, de tout ce qui a été mis en place et aussi la mise en œuvre de manière effective de toutes ces résolutions. Et certainement une meilleure implication donc, de la diaspora dans l'exécution de ces projets à venir. Donc peut-être ça va se faire sous forme d'un ministère. Un ministère de la refondation? Je ne sais pas. Par exemple, je pose la question parce que vous parlez si ça peut se faire sous forme d'un ministère. Parce que j'ai vu ailleurs, on a eu un ministère de la refondation. C'est ça, c'est pour ça que je l'évoque justement. Parce qu'au niveau de Mali et puis je pense le Burkina, c'est ce qui a été fait. On a échangé avec des confrères du Mali. Donc ça peut être une éventualité. Et si c'est le cas, c'est tant mieux. Donc on aura bientôt un ministère de la refondation. Je ne sais pas, peut-être ministère ou un comité en tout cas qui va veiller à suivre vraiment de manière très rigoureuse tout ce processus-là et qui va veiller à mettre en œuvre tout ça selon l'ordre de priorité. Parce que vraiment, il y a des enjeux majeurs en ce moment. Bien sûr. On ne peut pas se disperser, il faut aller sur l'essentiel et rapidement. D'accord. On va avancer. Plusieurs thématiques ont été discutées au cours des travaux des assises nationales. Qu'est-ce qui a été fondamental pour vous dans les débats? Moi, je dirais... Qu'est-ce qui a été fondamental vraiment pour vous dans les débats? Alors, parce qu'il y a eu des débats, je rappelle, en commission et aussi bien en plénière. Moi, c'est la dissolution des partis politiques. Dissolution des partis politiques. Pour moi, vraiment, avant de m'intéresser à tout ça, parce que c'est vrai qu'avant, tout ce qui est politique, je n'aimais pas. Et je sais que beaucoup de jeunes sont dans ma situation. On a commencé à s'intéresser et je sais qu'il y a beaucoup en ce moment qui sont très engagés et qui sont soucieux vraiment de voir quand même une évolution positive des choses par rapport à notre pays, par rapport au développement de notre pays. C'est le fait vraiment de sortir un peu des sentiers battus, de nous éloigner un peu de cette politique telle qu'elle est pratiquée de nos jours, parce qu'on a vu les dégâts que ça a causé, surtout au niveau de cette force vive là que le Niger a, la jeunesse. Les jeunes ne sont pas les jeunes que nous sommes ont pris quand même une habitude du fait donc des méfaits de la politique, de la facilité. De la facilité. De la facilité. Ils attendent tout. Des coups bas et tout ça. Et je pense qu'il faut maintenant se mettre au travail. Lorsqu'on a dissolu ces partis politiques, je pense que les hommes politiques précédents ou même les jeunes qui ont cette habitude-là, ils vont peut-être se concentrer sur ce qu'on attend vraiment de nous en tant que Nigériens, le fait de travailler pour construire le pays. Je ne suis pas contre la démocratie, mais je pense que telle qu'elle est pratiquée, elle est contre-productive et ce n'est pas c'est pas l'essence même de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est la volonté du peuple, pour le peuple et par le peuple. Et ce n'est pas ce que les politiques ont démontré par le passé. Donc, il faut qu'on dépasse tout ça. Il faut qu'on se mette tous au travail. Ensuite, dans un second temps, effectivement, il y aura de la démocratie, comme ça a été le cas dans les autres pays européens. Donc, prenons l'exemple, mais positif, des pays émergents et puis l'essence qui ne fonctionne pas. Pour moi, ça a été vraiment l'aubaine, la dissolution. Et pas pour tout. Oui. On finit le travail. C'est plus facile de se faire de l'argent dans la politique, vous pensez ça? Parce que vous avez parlé de ces jeunes qui vont là-bas juste parce qu'il y a du gain facile à prendre. Mais en plus, donc c'est plus facile de se faire de l'argent dans la politique. C'est plus facile. Et puis on met à la place que d'aller travailler. Que de construire. Et même l'argent qui peut être détourné n'est pas réinvesti dans le pays. On ne voit rien. C'est quand même... on en a marre.
ceux qui n'en ont pas marre, ça veut dire que ils sont hypocrites, excusez-moi du terme, ou bien leur vivre a été coupé. Ouais. C'est tout. Mais vraiment, il faut harmoniser les richesses. Il faut vraiment travailler sur nos richesses minières, sur vraiment pas mal de sujets, l'industrialisation, l'agriculture et pas mal de sujets, vraiment. Concentrons-nous sur... même le système éducatif doit être refondé de faute en comble. Il y a du travail à faire et allons vers... la construction de notre pays. D'accord. Merci Renato. Oui, Rabani, qu'est-ce qui a été fondamental pour vous lors des débats là? Pour moi, ce qui a été fondamental, c'est l'expression de la soif de justice. La justice. La justice. D'accord. Parce que quand j'ai écouté la lecture finale, les gens ont exprimé les ressentiments du peuple à la diaspora comme à l'intérieur du pays. Okay. Les Nigériens ont soif de justice. Okay. Sur ce plateau, on l'avait dit. On attend. Mais finalement, je crois que les assises nationales ont donné tous les outils nécessaires et utiles au chef de l'État pour faire une justice. Monsieur Ablaye, il n'y a pas de refondation sans justice. Et ce dont ma soeur est en train de parler, moi je crois que le moyen, le raccourci, c'est la justice. D'accord. Dans ce pays, il y a eu des monstruosités qui courent encore, qui n'ont pas été réglées. Et je pense que tant que nous passons à côté de la justice, on ne pourra pas refonder notre pays. Grâce à la justice, les mentalités vont se refaire. Grâce à la justice, les vérités vont retrouver leur place. Donc, cela veut dire que très facilement, chacun sait. Parce que l'importance de la justice, c'est que ça règle l'avenir. Quand tu vois que ton ami ou ton parent a été tapé par rapport à quelque chose, tu apprends une leçon. D'accord. Et malheureusement, jusque-là, les Nigériens ont l'impression que cette justice-là, elle traîne les pieds. Elle tarde à venir. On comprend parce que nous sommes dans un pays en guerre, nous sommes dans un pays en difficulté sur beaucoup de plans diplomatiques et tout ça. Mais oui, pour, beaucoup de priorités. à partir des assises et normalement à partir des recommandations urgentes, à savoir par exemple la prestation de serment en tant que président de la République, à savoir la mise en place des institutions, moi je crois que le chef de l'État doit s'attaquer à ce côté-là. Et si ça se fait, cela veut dire qu'on réglera 50% des problèmes des Nigériens. Les partis politiques, nous on est entre parenthèses aussi des acteurs politiques. Je le suis, je le reconnais. Mais je suis aussi satisfait parce que j'ai pris 2 mesures qui, à mon avis, ont pas occasionné, mais permis cette dissolution-là. La première, c'est ce que ma soeur avait dit, c'est que dans ce pays, les politiciens se sont tout permis. Deuxièmement, il y a eu des guerres internes entre les partis politiques, je ne vais pas citer, mais tout le monde sait. Et finalement, le Niger n'existait plus sur les lèvres. C'est des ping-pong entre partis politiques, c'est des règlements de compte entre leaders politiques. Et finalement... le pays a été oublié. Le pays a été complètement oublié. Donc le deuxième point, c'est que quand il y a eu les événements du 26 juillet, on a vu dans ce pays les rares politiciens qui ont eu le courage de venir donner leur point de vue. Ça, ce n'est pas un rien. Dans ton pays où il y a des problèmes, où on est menacé d'être attaqué, d'être bombardé, bien sûr. On a vu, certains ont préféré fuir, partir, aider les ennemis. D'autres ont préféré rester ici en se fermant la bouche. Et alors, à mon avis, c'est des situations qui font que de plus en plus, les hommes politiques nigériens déçoivent. L'autre élément, c'est que quand il y a eu la convocation des assises, c'est vrai, je vais préciser que les partis politiques ou leur activité était suspendue. C'était suspendu. Ouais, ça, il faut le dire mais aussi. Je n'ai pas compris que les hommes politiques ne puissent pas trouver les moyens pour participer à ces assises-là. C'est des Nigériens, comme tout le monde. Et quand... Mais il faut qu'ils soient invités.
Je pose oui, la mais question. si, il faut qu'il soit invité. Dans ce pays, voilà. on a tenu le Sekimogo. Il faut qu'il soit invité. Il faut qu'il soit invité, je suis d'accord. Mais pour se faire inviter, peut-être qu'on trouvera aussi d'autres moyens pour se le faire. Mais dans tous les cas, moi, pour et au nom de la recommandation et de la refondation, je suis parfaitement d'accord pour que ces partis politiques-là sortent de la tête des Nigériens. Mais maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas seulement dissoudre, effacer, et puis revenir reprendre la même chose. Mais il y aura une nouvelle charte. C'est le même il a Niger, été indiqué qu'il y aura une nouvelle charte des partis politiques qui va être élaborée. Monsieur Ablaye, toutes les chartes qu'on a faites dans ce pays de la conférence à aujourd'hui sont bonnes. On ne les applique pas. C'est ça notre problème. Et les gens insistaient, il y aura sans doute cette fois-ci cette application de la charte. C'est ça que nous souhaitons, c'est ça que nous espérons. Ne pas retourner à la case de départ. Ça, c'est quelque chose qui peut aider les Nigériens à sortir de ce carcan problématique que les partis politiques ont créé. Et ça peut aussi aider à une refondation. Je vais finir par rapport à un élément qui, à mon avis, après la justice, c'est le deuxième point le plus important, l'éducation. L'éducation, Le problème qu'on a en général en Afrique, ce n'est rien d'autre qu'un problème d'éducation. Quand quelqu'un devient un voleur de deniers publics, très souvent, c'est un problème d'éducation. Quand quelqu'un devient un problème ou un criminel dans la société, très souvent, c'est un problème d'éducation. Par rapport au développement, un pays ne saurait se développer que par l'éducation. Nous avons peut-être eu de la chance pour être aujourd'hui ailleurs, où le système scolaire, par exemple, n'a rien à voir avec ce que les Blancs nous ont amené chez nous. Rien, on sait, tout le monde sait, chacun a ses enfants à l'école en Europe. Bien sûr. Donc, il faut refonder le système, globalement, le système éducatif, et créer les conditions, mettre les enseignants dans les bonnes conditions, les élèves dans les bonnes conditions, parce qu'il n'y aura pas de refondation et de développement sans l'éducation. D'accord. Merci. Oui, Doudou, qu'est-ce que vous allez ajouter Qu'est-ce qui a été fondamental pour vous dans les débats au cours de ces assises? Moi, je peux dire qu'il y a eu... Choisir un seul ou deux, ça va être difficile pour moi. J'ai aimé, franchement, je vous dis et je vous le dis, mais j'aurais voulu que pour la lutte contre la corruption, des mesures concrètes soient prises. Par exemple, la lutte contre la corruption. Contre la corruption. Et il y a des pays, je prends l'exemple de notre ex-métropole, qui est la France, où il y a une police financière, où tu ne peux pas consommer ce que tu n'as pas. Pour détecter un voleur de l'État, quand la personne est au, comment on appelle ça, RIS, et qu'elle roule en 4x4, c'est qu'il y a un souci. Bien sûr. Donc, ici... Dès qu'il y a un changement. Dans la vie de la personne, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, ici, nous, on est habitués à ce que... On sait que le gars ou la dame, elle est une locataire ou un locataire. Et en l'espace de 2-3 mois, la personne roule dans Haraiban ou quelque chose comme ça, et on l'applaudit. Et quand tu te poses des questions, on dit « Ah, tu es jaloux ». Tu n'es pas jaloux, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Soit la personne trafique la drogue. C'est 4x4 de dernier cri. Voilà, donc il y a quelque chose qui cloche. Donc il faut chercher d'où ça vient. Et l'État, comme on dit souvent en économie politique, ne crée pas de la richesse. C'est-à-dire celui qui s'enrichit par l'État est un voleur. Carrément. Tout simplement. L'État soutient, il a un rôle de redistribution. Il essaye de satisfaire la souveraineté, donc les dépenses de souveraineté, le rôle grégaire, soutient la sécurité, la santé, tout ça. Mais malheureusement, il y a des zones, des pans entiers. Moi, j'ai été enseignant et je suis content que Rabani le rappelle. J'ai été enseignant de base, directeur d'école. J'ai fait 3 ans en zone rurale. Ici au Niger. Ici au Niger, avant de partir. Et ce qui m'a poussé à partir à un moment donné, mon métier, je le sentais comme ingrat alors que je croyais à ce métier. Ça me tenait à cœur. Et on est mal payé. Et aujourd'hui, quand je vois la jeune génération qui continue à enseigner, je leur dis, vous êtes fous d'enseigner dans ces conditions. Je peux aimer mon pays, mais pas au risque de ma vie et de celle de mes enfants. Non. Les personnes travaillent d'abord pour un salaire modique, leur statut a été fragilisé, et je ne parle pas que des enseignants, parce que quelle que soit la politique ou les mesures prises, ou quelle que soit leur qualité, qui sont ceux qui sont chargés? Ce sont les agents de l'État, qui sont les fonctionnaires. Ce n'est pas normal qu'un fonctionnaire soit mal payé. Et les fonctionnaires sont les seuls qui ont été frappés par les différentes dévaluations qu'on a vues du franc CFA, par des restrictions, je ne sais pas, ou des suppressions. On ne peut pas engager quelqu'un de financement
où on ne peut pas engager quelqu'un et le faire travailler et il doit attendre son salaire 45 jours. Et parfois, quand il touche le salaire, c'est un salaire de misère. On le pousse alors à voler. Aujourd'hui, l'État, moi je parle aussi d'une forme de corruption qui est visible. Celle des agents de l'État, notamment quand tu vas faire un acte administratif, là où on te raquette quasiment, la douane, la gendarmerie et la police. Moi, tout dernièrement, je suis arrivé il y a quelques jours, à la douane, on m'a fait sortir une valise et je m'étais demandé, je saute peut-être du coq à l'âne, mais je m'étais étonné pourquoi est-ce que cette valise, pas les autres. Et j'ai compris qu'on a voulu me prendre quelque chose et j'ai refusé. J'allais rien. Je savais même pas que je serais sur ce plateau, mais j'allais dénoncer ça partout. D'accord. Donc, clairement, il faut qu'on donne aux agents de l'État l'envie de travailler dignement, qu'ils sachent qu'ils sont au service de la nation et non le contraire. La nation n'est pas à leur service. Donc, quand tu portes une tenue ou tu es dans un bureau, tu parles aux usagers d'une façon hautaine ou d'une façon comme si on n'a pas besoin de ces gens pour que toi... Alors que si ces gens ne viennent pas dans le service, certainement que ton poste sera supprimé. Donc, moi, la lutte contre la corruption, j'aurais bien voulu qu'on insiste dessus et qu'on crée une police spéciale contre l'enrichissement illicite. On ne peut pas créer des CORDEF, des crimes, commission crime et abus chaque fois à 10 ans. Je crois bien, dans une des résolutions, il y a eu la création quand même de la cour de répression, quelque chose comme ça, au niveau des assises. Oui, bien sûr. Il y a eu déjà la création, il y a eu une proposition de création de cette cour dont vous évoquez. La cour, mais pas une police. Illicite, pas une police. Une police, c'est-à-dire une police, elle doit réagir sur les faits. Pas quand la personne a pris 10 milliards et que 10 ans après, on lui demande de restituer les 10 milliards. Moi, j'aimerais bien qu'on me donne 10 milliards. Et que dans 10 ans, on me dise à restituer les 10 milliards. Je m'aurais fait déjà une plus-value. Donc, clairement, ce n'est pas une justice. Dès qu'il y a les faits, on voit des faits qui sont signalés, même le voisinage. Tu vois la personne qui mène une vie insolente, tu dis, mais il y a quelque chose qui se passe pas. Et ça ne peut qu'être que l'État qui peut supporter des trucs comme ça. Les appels, les marchés publics. Il faut qu'il y ait une restructuration des marchés publics. On ne peut pas continuer avec les marchés gré à gré, parents, amis et connaissances. Non. Il faut que les marchés publics et tout ce qui touche à l'État, comme l'a dit tout à l'heure Rabani, il faut qu'on frappe fort pour que demain, c'est en ça qu'on dit Abagawa Kashi Domere Oro. Donc, clairement, montrer aux gens que tu touches au bien de l'État, tu vas te brûler les ailes. Et c'est tout. Il ne faut pas privatiser les services publics. Moi, je n'aimerais plus un retour au parti politique. Parce que l'échec qu'on a vu de la conférence nationale, nous, on était les acteurs qui étaient sur les ponts et autres là, avant l'arrivée de la conférence nationale. Et on est resté debout jusqu'à aujourd'hui. Mais on n'est pas éternel. On va mourir et la jeunesse n'a qu'à prendre le relais. Quelque part, donc, moi, ce que j'ai à dire par rapport à ces partis politiques, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une exacerbation de la division ethno-régionaliste. Et alors que leur défi, là où ils ont tous échoué, quelle que soit la formation, c'est faire de Niger une nation. Et ça, c'est essentiel pour tout développement. Quelle que soit la richesse qu'on a, tant qu'on n'est pas unis, on va être envahi par d'autres. Merci. D'accord. Oui, Ilyas, qu'est-ce que vous allez ajouter? Qu'est-ce qui a été fondamental pour vous dans les débats? Monsieur Kemogo, en tout cas, il y a beaucoup de points, que j'ai relevés durant ces assises-là. Mais vraiment, je pense que je vais rejoindre... le premier point, en tout cas, c'est la dissolution des partis politiques. Parce que, comme l'a dit Rabani, moi aussi, j'ai été dans la politique. Non seulement j'ai fait de la politique à l'extérieur du Niger, et j'ai fait de la politique ici. Je rappelle, en Belgique, vous étiez conseiller communal. Le premier conseiller communal nigérien, c'était moi, en 2012. Moi, je pense que quelque chose qu'il faut noter, c'est que la dissolution des partis politiques, on ne dit pas que les partis politiques ne vont pas revenir sur la scène politique, mais la charte qui régit les partis politiques aujourd'hui est obsolète. Pour moi, elle n'est pas efficace. Parce que si réellement cette charte était efficace, beaucoup de gens n'allaient pas devenir milliardaires. Il faut se le dire très clairement. Parce que moi, je me rappelle, Ablaye Kemogo, et vous avez couvert ma prestation de serment en 2000, lorsque j'avais prêté serment en 2016. Oui, en Belgique. Oui, en Belgique, pour devenir conseiller communal. D'abord, quand tu es candidat pour briguer un poste, mais tu dois déclarer
tout ce que tu as investi dans ta campagne. Tout à fait. Et aujourd'hui, au Niger, c'est celui qui a l'argent qui vient au pouvoir. En Europe, c'est pas comme ça. Non. C'est-à-dire que tout le monde est au même pied d'égalité, de compétition. Parce que on tient compte beaucoup du vote de la population. C'est-à-dire que ce sont les citoyens qui élisent. D'abord, les dirigeants de leur pays. Ce n'est pas l'argent, non. Là-bas, là, si tu sors, si tu dépasses même ton budget de campagne, mais tu es disqualifié complètement. Carrément. Donc, ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que tout simplement, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, je n'ai pas dit que les partis politiques n'ont pas fait leur travail à un moment donné. Mais aujourd'hui, l'état dans lequel se trouve ce pays aujourd'hui, franchement, c'est dû aux partis politiques. Il faut se le dire très clairement. Moi, j'en fais. Ils sont responsables. Ils sont responsables. Parce que, prenez un exemple, M. Tchemogo. Comment un leader d'un parti politique qui a un dossier et qui, en liberté provisoire, occupe encore un poste de responsabilité au Niger? Moi, en tant que citoyen, en tant que démocrate, en tant que je sais pas. Et Dieu sait ça, ils sont nombreux. Hein, ils sont nombreux. Qui ont des dossiers et qui occupent toujours des postes de responsabilité avant les événements d'exercice. C'est inadmissible de comprendre ça. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a un dossier à la justice est encore ministre. C'est le trafic d'influence. Voilà. Donc, quelque part, cette charte-là, pour moi, elle est obsolète. D'accord. Elle n'est pas du tout efficace. Donc, aujourd'hui, pour moi, franchement, il faut tout mettre à plat. Et puis, revenir sur de nouvelles bases. C'est tout. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la justice sociale. Et Rabani l'a dit. Au Niger, les Nigériens ont soif de justice. Vous savez, tout l'engouement qu'il y a eu depuis le 26 juillet, c'est parce que les Nigériens attendent cette justice-là. Et peu importe. Vraiment, je vous assure. Et depuis le 26 juillet, tout l'engouement qu'il y a. Mais il y a des familles qui ont passé des mois à l'escadrille. Les enfants, jour et nuit, ils sont là. On ne les a pas payés pour faire ça. Non, bien sûr. Parce qu'ils attendent une justice sociale. Et moi, je pense que là, franchement, si aujourd'hui le CNSP règle ce problème de justice sociale au Niger, ils peuvent même faire 50 ans. Non, je vous dis la vérité. D'accord. Non, mais je vous dis la vérité. C'est votre opinion, on y va. Donc ça, c'est une chose. D'accord. Il y a aussi l'éducation. Quelqu'un a parlé d'éducation. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, nous avons tous fait l'école nigérienne. Nous, on a été à l'école nigérienne aussi. Donc aujourd'hui, quand on regarde certaines matières qui ont été supprimées dans les formations de base, mais c'est pas possible. Comment il y a l'instruction civique. L'instruction civique. Le service militaire. Le service militaire. Par exemple. Moi, je me rappelle très bien, lorsque j'avais fini mon premier cycle au Maroc, quand je suis revenu, j'ai enseigné pendant une année au CG5 en tant que professeur. Aujourd'hui, s'il y avait ce système-là, on n'aurait pas eu de problème de contractuel au Niger. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il faut absolument qu'on regarde aussi l'éducation qu'on donne à nos enfants. Aujourd'hui, un professeur qui crie sur un enfant parce qu'il s'est mal comporté, demain les parents vont venir le trouver. Est-ce que ça c'est normal? Non. Quelque part, moi je pense que c'est vrai que les parents doivent faire leur partition, mais à l'école aussi, ils sont là aussi pour être éduqués, quelque part. Donc moi je pense qu'à ce niveau-là, vraiment, il faut revoir les choses. Donc, maintenant, pour finir, parce qu'il y en a beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Mais le président du CNSP, le général de brigade Abdelrahman Tiani, il y a eu une résolution, il a fait une recommandation pour qu'il soit général des corps armés. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. D'accord. Pourquoi? Parce que ce que le général Tiani est en train de faire, c'est-à-dire les nouvelles qu'il donne aux Nigériens quotidiennement sur les menaces, sur ce que les pays voisins et les autres pays sont en train de faire pour déstabiliser le pays. Mais je pense que ces informations-là sont importantes pour le pays. Et ça permet au pays de se mobiliser par rapport à ça. Donc moi je pense que le grade de général, il le mérite. Le grade de général des armées, il le mérite. Et ça doit aller dans ce sens-là. Voilà. Donc il y en a plusieurs, mais bon, je préfère m'arrêter. Merci beaucoup. On va avancer rapidement pour finir. Hein. Après les débats en commission en plénière, les conclusions des assises nationales pour la refondation ont été présentées lors de la cérémonie de clôture. Quels commentaires vous suscitent les différentes recommandations ici de ces assises, madame? Les commentaires. Vraiment, quels commentaires? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été décidées lors de ces assises. Quand on prend, par exemple, je prends le cas de mandat
que les gens ont demandé pour la refondation qu'il soit de 5 ans. Souvent, les gens ont dit 5 ans renouvelables. Souvent, les gens sont allés au-delà. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de propositions. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est vrai que, surtout par rapport à ce sujet du mandat, nous, ce qui importe pour nous, ce n'est pas, encore une fois, la durée, mais le travail qu'il faut faire. Et cette refondation-là qu'on doit mettre en place, et tout le monde doit s'y mettre. Tout le monde doit s'y mettre. Même les acteurs de la politique, c'est ça. Ouais. Tout le monde doit s'y mettre. Et de là où je viens, par exemple en France, c'est pas un sujet qui est, en tout cas, pas de manière, on va dire majoritaire, mais il y a des oppositions. Ça peut arriver. Bien sûr, c'est normal. C'est ça la démocratie. C'est important aussi que j'évoque ce sujet pour que toutes les voix puissent être entendues. Mais de manière globale, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant. Il y a eu de l'inclusion. Oui, donc, ce caractère inclusif doit vraiment... Les assises, oui, c'est ça. D'accord. Donc, pour moi, c'est de manière globale satisfaisant. D'accord. C'est plutôt positif. OK. Merci. Oui, Rabani, qu'est-ce que vous allez ajouter? Quel commentaire sur les différentes recommandations ici des assises? La satisfaction, elle est globale, elle est générale. Mais je vais répondre en tant que membre de la diaspora toujours. D'accord. En faisant un rappel, quand il y a eu le coup d'État, beaucoup de gens ne le savent pas, quand il y a eu le 26 juillet, beaucoup de Nigériens de la diaspora, dont moi je connais aussi, ont quitté tout ce qu'ils avaient à faire et quitté leur famille pour venir soutenir le CNSP. D'accord. Donc, tout ça, c'est par patriotisme, et effectivement pour rejoindre le frère Iliassou. C'est par amour de la justice sociale. D'accord. Maintenant, la satisfaction, je vais la poser au niveau de l'ensemble. Très sincèrement, les assises ont été exceptionnelles. Les recommandations ont été bonnes. Bon, d'accord. Les acteurs, ceux qui ont assisté, participé, je pense qu'il faudrait les féliciter. D'accord. Mais moi, mon inquiétude se porte toujours quant à l'application. D'accord, ça vous insistez beaucoup. J'insiste beaucoup. Et je suis satisfait surtout sur le fait qu'aujourd'hui, on a donné les outils nécessaires au président, je dirais, de la République, parce qu'il le sera, les assises les lui ont accordées pour effectivement mettre en application ces recommandations-là. Maintenant, ou bien au fil du temps, est-ce que ce seraient des comités de suivi qui vont venir constater est-ce que ceci a été fait bien ou pas? Ou bien est-ce que les citoyens ont le droit de s'exprimer et de dire ce qu'ils pensent? Parce que l'expression pose, entre guillemets, problème en temps de guerre, parce qu'on ne connaît pas la limite. Donc c'est un fourre-tout. Tu as dit ça, ce n'est pas normal, tu ne devrais pas. Non, tu es allé loin. Donc, globalement, je crois que la responsabilité repose sur le CNSP pour ne pas décevoir les Nigériens. Okay. Les régimes, parce que c'est aussi un régime, il y a eu beaucoup de régimes qui ont déçu les Nigériens. Et quand le CNSP est arrivé, c'est une sorte de délivrance pour le peuple. Et je crois que le peuple de la diaspora à l'intérieur du pays a montré effectivement au CNSP, le chef de l'État a l'habitude de le dire dans vos entretiens, qu'il ne sait pas comment remercier les Nigériens parce que vraiment on leur a... la participation de cette diaspora, même au niveau du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, elle a contribué fortement. En fait, effectivement, il y a eu la mobilisation des personnes, ceux qui sont venus, mais quand vous amenez ça, effectivement, au-delà du Fonds de solidarité auquel vraiment les gens se sont mobilisés, c'est que la diaspora a été le premier soutien des Nigériens à Escadrille. Moi, j'y étais. D'accord. En conclusion, M. Tiemogo, je pense que l'espoir est permis. D'accord. Moi, en tout cas, je garde espoir. OK. Je suis de très près, ou en tout cas, je l'écoute lui, parce que pour moi, tout tourne vers le chef de l'État. Maintenant, je suis en confiance. Je sais qu'aujourd'hui, il a tous les moyens de réussir. Alors, on va prier. D'accord. En tant que Nigérien, il faut prier pour le pays. Et il faut surtout se mettre dans la logique de
la confédération de l'AES. D'accord. C'est quelque chose de très important. Ensemble, nous pouvons. D'accord, merci. Oui, Doudou, qu'est-ce que vous allez ajouter, hein? Quel commentaire vous suscitent ces différentes recommandations ici des assises? Moi, comme l'a dit aussi le précédent intervenant, je répète chaque fois parce que mon inquiétude reste juste la mise en l'application de ces et le suivi. Parce que c'est très difficile de demander à une population de 23 millions ou plus, 27 millions, 27 millions, voilà, de suivre des actions. Et mon appel va à l'endroit de tous les acteurs de la vie publique ici au Niger, de ne pas oublier les zones rurales. De ne pas oublier les zones rurales. De ne pas oublier les zones rurales. Parce que le plus souvent, quand on veut faire une action, on l'a fait, mais ça concerne uniquement les grands centres. Ouais. Donc quand on diminue le prix du carburant, si la personne n'a pas un véhicule motorisé, elle n'en a pas besoin. Si on diminue les frais de santé dans un village où il n'y a pas de centre de santé, quel est l'impact sur la personne? Et de soutenir vraiment l'entrepreneuriat. Et même le ciment. Même le ciment, justement. Donc, essayer de voir, d'inclure un peu les préoccupations des personnes qui sont dans des zones rurales. Et ça, c'est ça. Et voilà, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et pour atteindre juste l'essor, puisqu'ils sont plus nombreux que ceux qui sont dans les grandes villes. Bien sûr. Donc, essayer de les soutenir, c'est faire en sorte qu'il y ait un ruissellement vers les grandes villes. Donc, et de l'autre côté, permettre ne pas se fâcher, parce qu'aujourd'hui, on a affaire à des militaires. Ne pas se fâcher parce que parfois, quand on est formaté à un système, on n'accepte pas souvent les critiques. Et eux, moi, ce que je souhaite au CNSP, ils sont aujourd'hui une équipe. Et on dit frères d'armes. Donc, ils sont des frères d'armes qui soient solidaires, qui ne cèdent pas face au chant des sirènes. Donc, les politiciens qui veulent vouloir, ou les puissances étrangères qui veulent vouloir peut-être les phagocyter, ou les monter les uns contre les autres. On a vu le cas au Burkina avec Blaise et Sankara, qui ne laissent pas cela arriver au Niger. Le CNSP doit rester uni et le peuple les suivra. Puisqu'ils ont le soutien, je pense que très peu de régimes ont eu le soutien que le CNSP a eu auprès de la population. Aujourd'hui, la population croit en Dieu et elle croit au CNSP. Donc je leur souhaite bonne chance dans leur mission, que Dieu protège le Niger et les Nigériens. Par rapport aux critiques que vous avez dit, parce qu'il faut aussi admettre que c'est depuis l'arrivée du CCK, il y a cette ouverture de l'espace, et à tous les niveaux. La preuve, nous sommes là sur ce plateau, chacun livre ses opinions tranquillement. Et c'est ce que nous avons fait pendant plus d'une année, depuis le lendemain de l'arrivée du CNSP, l'espace était ouvert. Les Nigériens s'exprimaient librement à l'intérieur du pays et de partout. Et je pense que c'est à l'actif du CNSP. Je pense que ce problème que vous avez soulevé ne peut pas arriver avec le CNSP. Je l'espère. On sait très bien comment l'espace était il y a quelques années ici. Il était cadenassé. Même pas à se prononcer sur quoi que ce soit. Voilà, donc c'est juste pour apporter cette précision. Je pense que l'espace est ouvert depuis que le CNSP est là. Tout le monde s'exprime librement. Voilà, merci. Oui, il y a quel commentaire vous suscite les différentes recommandations ici des assises? Mais, merci, M. Tchemogo. C'est vrai que, comme l'ont dit les précédents intervenants, donc c'est vrai que cette transition de 5 ans, je pense que, à mon humble avis, moi personnellement, je pense que c'est une bonne chose. 5 ans. 5 ans, c'est une bonne chose dans un premier temps. Voilà, parce que, vous savez, il y a eu le problème après le coup d'État de Salou Djibo. On a vite... en 2010. En 2010, on a vite organisé les élections. Après, on est revenu parce que... en 12 mois, voilà. En 12 mois, et après, Bélote et tout ça. Donc, c'est toujours les mêmes problèmes qui suivent. Là, c'est une refondation. La refondation, ça demande du temps. Donc, et moi, je pense que 5 ans, dans un premier temps, et pourquoi pas plus, si le temps le permet. Voilà, c'est la situation. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui mettre de côté la situation sécuritaire. Ah, bien sûr, c'est ça qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est harcelé à tous les niveaux. À tous les niveaux. On est menacé d'attaquer, de déstabiliser le pays, d'attaquer le pays à travers les pays voisins et tout. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment donner le temps qu'il faut au CNSP de refonder ce pays-là. Parce que nous autres,
Nigériens, nous avons besoin aussi de ça. Parce que, je vous assure, M. Tchemogo, ça nous fait mal qu'après avoir passé des années et des années et des années dans nos pays d'accueil, on revient toujours au Niger, c'est toujours la même chose. Rien n'a changé. Franchement, ça fait mal quand tu aimes ton pays. Tu veux que ton pays change. Tu veux absolument que ton pays ressemble à ces pays dans lesquels nous vivons. Non, même les pays voisins. Oui, d'accord. Mais quand on regarde aujourd'hui les pays voisins, mais c'est pas possible. C'est inconcevable. Et pourquoi? Parce qu'il y a un groupuscule de gens, des groupuscules qui sont en train de dilapider les dénis publics. Non, il y a un moment donné, non, il faut que ça s'arrête. Et ça, vraiment, il faut une refondation solide pour que le Niger puisse aller de l'avant. Parce que le Niger, avec les ressources que nous avons aujourd'hui, mais dans 5 ans... Oui, dans 5 ans... Et ça aussi depuis le 26. Et dans 5 ans, si Dieu le veut, et moi, on croit tous en Dieu, si Dieu le veut, on sera un pays peut-être émergent. Qui sait? Donc, nous avons la possibilité d'être un pays émergent. Donc, donnons les moyens aux autorités en place, au moins d'essayer de faire quelque chose. Mais vous ne pouvez pas venir dire que non, 5 ans c'est trop parce que vous voulez revenir au pouvoir, commencer encore à détourner l'argent. Non, moi je pense qu'à ce niveau-là, non, moi je pense que... Voilà. Donc, et maintenant, donc, comme l'ont dit aussi les précédents intervenants, il faut vraiment aller dans l'application de ces recommandations-là. L'application. Voilà, parce qu'il ne faut pas prendre ces recommandations et les mettre dans le tiroir et après, c'est un éternel recommencement. Non, il faut aller jusqu'au bout. Et je sais qu'on peut faire confiance au président de la République à ce niveau-là. Voilà, merci. Madame, pour finir, quel sera votre message? Alors, moi, je dirais... Vous avez fait des milliers de kilomètres pour venir assister à ces assises et vous avez vu comment ça s'est passé. Quel sera votre message? C'est avec une fierté, en tout cas, que j'ai pu participer. Surtout de vos compatriotes que vous avez laissés là-bas, voilà. Oui. Alors, ce que j'aimerais dire en dernier mot, c'est qu'on a intérêt tous à cultiver cet esprit patriotique-là. D'accord. Parce que c'est un peu l'essence. C'est un peu c'est un moteur de développement. D'accord. Et on peut très bien commencer au niveau des programmes scolaires. Il faut cultiver l'excellence, l'esprit patriotique. Il y a une dynamique qui est en cours de refondation. Il faut la soutenir et il faut que cette cohésion-là qu'on a, parce qu'on a quand même une richesse ici au Niger dans notre culture, c'est le cousinage à plaisanterie. Mettre la culture aussi à contribution, mettre tous les secteurs. Parce que tout le monde a sa place, les médias aussi, c'est très important pour communiquer et puis impulser cet élan patriotique-là. Donc on a besoin de tout le monde et tout le monde doit s'y mettre pour qu'on puisse avoir, on l'espère, le Niger grand, un Niger développé, un Niger où la pauvreté n'est plus un souci pour nous, parce que je pense que c'est la pauvreté qui gangrène notre système et qui favorise un peu tout ce qui se passe. Donc si on arrive à avoir de l'autosuffisance alimentaire, aussi accompagner aussi les jeunes dans des dispositifs d'accompagnement, d'entrepreneuriat, c'est très important. D'accord. Merci. Vraiment. On est là-bas, mais notre esprit et notre cœur est ici. Ça, c'est sûr. Merci, et on aimerait pouvoir mettre, en tout cas, en œuvre ce qu'on a appris, ce que le pays nous a appris, ce qu'on a appris aussi ailleurs. D'accord. Merci, Renato. Merci beaucoup. Oui, Rabani, quel sera votre message, vous, rapidement? Mon message, c'est d'abord à l'endroit du CNSP par rapport à la diaspora. Je voudrais dire, aidez-nous à aider le Niger. D'accord. Vraiment, que le CNSP nous aide à aider le Niger. On n'est pas parti parce qu'on s'en fout de notre pays, non. On est parti parce que d'abord ici, ça ne va pas. Et entre parenthèses, parce que les politiciens ont détruit ce pays-là. Mais là-bas, nous avons réussi. Chaque Nigérien de la diaspora a réussi à sa façon et dans sa sphère d'activité ou de compétence. Et les gens n'attendent que l'État crée les conditions. Parce que le problème, c'est là. On ne crée pas les conditions. On nous avait dit en 2012 de revenir créer des entreprises, investir. Mais je vous promets, M. Tchemogo, beaucoup en ont essayé. Mais quand tu viens, on te prend pour un étranger, on te raquette, on te fait traîner et autres. Donc, dans ton propre pays. Donc, il faut que le Niger, je veux dire le Niger, prenne conscience de comment on appelle ça, de cette potentialité
qu'ont les Nigériens de l'extérieur. Okay. De tous les continents, les Nigériens se comportent bien, les Nigériens ont beaucoup de moyens, les Nigériens, avec, comment on appelle ça, ont fait des hautes études, ont des gros diplômes, et c'est des gens qui sont disposés à venir aider. D'accord. Et quand il y a eu le CNSP et tout ce qui s'en est suivi, ça nous a vraiment donné beaucoup d'espoir. Okay. Je voudrais aussi dire au CNSP de ne pas décevoir. Parce que ce qu'ils ont eu tout à l'heure, M. Doudou disait que rares sont les régimes qui ont eu le niveau de soutien. Moi, je dirais qu'il n'y a eu aucun régime au Niger qui a eu le soutien, l'adhésion populaire que le CNSP a eu. D'accord. Donc le CNSP n'a pas le droit de décevoir. Okay. Donc je les appelle en conclusion à une justice sociale et surtout par rapport à l'occupation des postes étatiques. Les hommes qu'il faut, aux places qu'il faut. Merci. Merci aussi. Merci. Oui, Doudou, quel sera votre message? Merci, M. Abdoulaye. Donc, en fait, moi, c'est surtout par rapport au volet entrepreneurial. Nous, on est sur un groupe, il y a ceux et moi, qu'on a bien nommé, c'est au lendemain, ça a été créé au lendemain du coup d'État du 26 juillet, cadre des patriotes nigériens pour le progrès. Donc, ça ne se limite pas à la Belgique, mais l'idée est née là-bas. Donc, on est obligé de... Nous, notre intention, en fait, c'est d'appuyer uniquement l'entrepreneuriat de la diaspora vers le pays. D'accord. Donc, on a eu plusieurs idées qui étaient bonnes sur le papier, mais la mise en application, on a été confronté à beaucoup de freins. Notamment, on a jeté l'idée d'une banque de la diaspora. D'accord. Donc, l'idée de la banque de la diaspora, quand on nous a dit des montants qu'il faut, on s'est rabattu vers une IMF, une institution de microfinance qu'on pensait qui est plus accessible. Mais là aussi, on a été confronté à un montant énorme, parce que je pense que c'est 450 000 euros. Ça fait environ 300 millions de francs CFA. Très difficilement mobilisable, il faut se dire la vérité. Parce que les gens, quand ils entendent diaspora, ils pensent que c'est les moyens. Non. Parfois, les moyens, comme l'a souligné Rabbani, c'est des moyens en ressources humaines, en termes de connaissances. Tout à fait. On a la capacité, on a des banquiers parmi nous, on a des juristes parmi nous, on a des gestionnaires parmi nous. Sur tous les plans, des ingénieurs, des docteurs, autres. Mais cette banque de la diaspora peut être une solution face aux sanctions que le Niger a connues plutôt et est en train de subir même sur le plan des finances. Cette banque-là, étant donné qu'elle aurait un pied à l'extérieur et un pied à l'intérieur, elle aurait été un canal de soulagement, une bouffée d'air pour le pays. Parce qu'on ne peut pas bloquer une banque qui est légalement... Et sur ce point, je rejoins Rabbani, on a besoin du soutien de l'État. Ce n'est pas des cadeaux qu'on veut, on ne veut pas de cadeaux, mais l'État doit nous faciliter la mise en place des structures comme les autres diasporas l'ont, et pour nous permettre de mettre le pied au pays, ainsi que l'accompagnement des projets de la diaspora. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, Eliassou, quel sera votre message en finir avec vous? Oui, merci, monsieur Tchemogo. En tout cas, je pense que cette histoire, enfin, ce volet de la diaspora a beaucoup de choses à dire, franchement. Et je pense que le CNSP, comme l'a dit Rabbani, doit vraiment avoir un œil regardant sur la diaspora. Parce que à un moment donné, il y avait le vivier de compétences qui avait été créé au sein de la présidence pour pouvoir répertorier toutes les compétences de la diaspora à un moment donné. Ce n'était pas au temps du CNSP, mais c'était bien avant le CNSP. D'accord. Et ce vivier de compétences-là, en fait, c'était après le forum de 2012. Et aujourd'hui, on ne sait même pas quoi ce que ça a donné. Donc, quelque part, c'est important quand même que les autorités aient une idée de toutes les compétences, n'est-ce pas, qui sont à l'extérieur du pays. C'est important. C'est très important. Parce que quand on a besoin de telle ou telle compétence, on sait où aller les chercher. Donc moi, je pense que beaucoup de pays se sont développés de cette façon-là. Parce qu'il ne faut pas toujours penser que la diaspora, c'est une structure qui est là et qui vient uniquement au pays pour des vacances. Non, on ne vient pas pour des vacances uniquement. On vient aussi dans le cadre, n'est-ce pas, de transmettre nos compétences. De transfert des compétences, c'est quand même important. Et moi, je pense qu'aujourd'hui,
si, en tout cas, j'avais suivi le ministre des Affaires étrangères la dernière fois, qui disait que il y a des pays dans lesquels se trouvent certaines compétences qui vont aller chercher, d'accord, qui vont aller chercher pour les faire revenir, et que les gens disaient même que si l'État les paye le salaire qu'ils ont de l'autre côté, ils sont prêts à tout abandonner pour revenir. Mais effectivement, et beaucoup de gens sont dans cette dynamique-là. Parce que je pense qu'aujourd'hui, qu'on soit là-bas, là-bas à l'extérieur, il faut que les gens se disent qu'on est là-bas et que c'est pour un laps de temps bien précis. Il y a un retour au pays. Il y a toujours un retour. Donc si aujourd'hui le pays fait appel à nous, mais on est obligé de répondre à cet appel-là. Donc, voilà. Donc moi je pense que c'est comme dans une guerre où on fait appel aux réservistes, d'accord, quand ça ne va pas, et puis ils sont prêts tout de suite à intervenir. Donc quelque part, moi je pense que vraiment de ce côté-là, le CNSP doit mettre l'accent beaucoup sur cette diaspora, le retour de la diaspora au pays. C'est important, le retour de la diaspora. Voilà. Donc, et pour ça aussi, il faut créer des conditions pour ce retour-là. Il faut créer les conditions et donner la possibilité aussi à la diaspora de s'exprimer. Voilà, merci bien. Merci vraiment, Ilyas, pour votre contribution à ce débat. Merci aussi, Doudou, pour votre contribution. Renatou, merci vraiment pour votre contribution à ce débat. Rabani, merci aussi. On a vu, vous l'avez tous dit ici sur ce plateau, la contribution de la diaspora à ces assises, elle est inestimable, parce que sur combien de 600 et quelques propositions, vous l'avez précisé, plus d'un tiers, c'est quand même émane de la diaspora, donc d'où tout l'intérêt que la diaspora a accordé à ces assises. Et je pense que les différentes propositions qui ont été faites, et vous l'avez aussi insisté, qu'il y ait une saine application des textes. Je pense bien qu'aujourd'hui, avec le CNSP, on ne peut qu'être satisfait. Ça, il est clair que le CNSP va quand même prendre en compte. Et le président lui-même l'a dit dans son discours, et dans son discours de clôture. Donc je pense que cette proposition sera prise en compte. Vous avez aussi insisté beaucoup sur cette question de justice sociale. Ça a beaucoup qu'on a reçu sur le plateau du grand débat. Depuis les événements du 26, en ont parlé. Et je pense que aussi cette question de justice sociale sera prise en compte. Vous avez parlé aussi de mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Ça aussi, beaucoup de gens ont insisté. Et je pense qu'après ces assises de la refondation, sans doute que ça aussi, ça va être pris en compte par le CNSP. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez développé ce soir sur ce plateau. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois parce qu'on va profiter. Vous n'êtes pas là, mais de temps à autre, quand même, quand on a de nos compatriotes qui sont ici, on va toujours les convier sur ce plateau du grand débat afin qu'ils puissent donner leur point de vue sur la marche du pays, ce qui est très important. Vraiment, j'ai fait mon baptême. Merci beaucoup et on vous souhaite un très bon retour. Merci. Un très bon retour en famille de là où vous venez parce que vous avez fait des milliers de kilomètres vraiment pour être là. Vraiment, merci beaucoup. Merci à tous. On va s'arrêter là. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et nous allons poursuivre régulièrement cet échange avec nos concitoyens et de l'intérieur et de l'extérieur du pays qui vont s'exprimer sur les conclusions des travaux des Assises nationales pour la refondation qui vont déterminer l'avenir de notre pays dans les prochaines années à venir. Excellente soirée à tous. Au revoir.